Oui. Quand tu veux. Action. Image tourne. Je clappe 2 fois. Ok, 5 juin 2015, Carthage, Tunisie, interview de ma modeste personne, Sami El Haj, cinéaste, de la part de Rawia Mohsni. Aslema ou marhaba bik, Sami El Haj, producteur, réalisateur du film documentaire scénario Athawra Maqsousatan ala Abni, la révolution racontée à mon fils. Marhaba. Marhaba bik, Ashk. Aïsk. Alors, comment il est né le projet, le concept du projet, le film? Euh, il est né d'un constat. Il est né d'un constat. Le constat est le suivant. Le cinéma documentaire tunisien jusqu'à maintenant avait un certain mal à sonder, enfin à explorer la réalité, disons dans son côté cru, voire parfois cruel, etc. Ce qu'on voyait sortir sur les écrans tunisiens, c'était plutôt des objets qui obéissaient à une logique de commande. Hein. On fait un documentaire sur telle chose, sur tel sujet, donc on va essayer de présenter plusieurs facettes du sujet étudié, quelques interviews, et voilà, et c'est dans la boîte, comme on dit au cinéma. Or, ce qu'on voyait sortir sur nos écrans, que ce soit bon, rarement les écrans cinématographiques, beaucoup l'écran de télévision, ce n'est pas exactement ce que nous appelons un documentaire, un film documentaire, voire à ce qu'on appelle un documentaire de création. Un documentaire de création serait un documentaire qui donne la part belle, il donne une part importante au point de vue de l'auteur. C'est le type de documentaire où le réel filmé est un prétexte à l'expression personnelle d'un auteur. L'expression personnelle d'un auteur qui, bien sûr, est toujours construite sur les données que lui fournit la société, l'époque dans laquelle il vit, la situation politique, etc. etc. Ce qu'on voyait jusqu'à maintenant, c'était plutôt ce qu'on appelle du reportage. Hein. Comme son nom l'indique, un reportage consiste à reporter des événements du réel vers l'écran avec le maximum de neutralité possible, etc. Donc le sujet est né avec l'idée de faire un documentaire qui véritablement essaye de donner l'image la plus juste, la plus sincère, la plus documentée que possible de ce qui s'est passé en Tunisie ces dernières années, autour de la révolution de 2011. Comment faire pour que le film, une fois livré à son public, soit un témoignage qui reste dans l'histoire, soit un acte de témoignage qui dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, aura encore un sens. Je termine sur une idée quasiment obsédante chez moi. Je crois que, enfin, tu sais très bien que, surtout depuis quelques années, avec l'explosion des canaux médiatiques, on filme et on enregistre une quantité absolument extraordinaire de sons et d'images qu'on commence à peiner à archiver, mais de toute cette masse de matériaux audiovisuels, seules les œuvres d'art, les films vont rester, qu'ils soient des films documentaires ou bien des films de fiction. C'est en cela que notre travail est important, parce que les milliers d'heures d'enregistrement d'une télé, ils ne servent pas à grand-chose sinon à ce qu'un historien un jour ou même un documentariste qui veut travailler sur le travail de la télé, voilà, les documents de la télé, aille chercher de la matière pour nourrir son propre film. Le film documentaire, scénario en l'occurrence, prétend à
prétend à perdurer dans le temps. Si on revoit ce film dans 30 ans, si les enfants de nos enfants regardent ce film, je pense qu'il leur apprendra quelque chose sur ce qui s'est passé en Tunisie. D'accord. Alors, au cours de la production de ce film, y a-t-il des difficultés? Y a-t-il je sais pas, des problèmes au cours de la production à partir du concept jusqu'au la naissance de ce projet? Alors, le concept a changé. Hein. Le concept, au départ, j'avais commencé à tourner en 2009. Entre 2009 et 2015, maintenant, j'ai accumulé à peu près 120 heures de rush. Beaucoup de ces rushs, c'est beaucoup, oui. Bah, j'aime filmer, que veux-tu. À un certain moment, j'avais l'impression que, j'avais décidé de faire une trilogie, de l'appeler la trilogie révolutionnaire, un titre de ce type-là. Ça, c'était au début, oui, en accumulant des roches. Donc, entre 2009 et 2011, 2010, la situation en Tunisie commençait à être un peu tendue, d'accord ? Et on sentait tous, moi en premier, on sentait tous que quelque chose allait se passer, un changement radical, un changement radical allait avoir lieu. Donc le problème principal que j'ai rencontré, c'est que la réalité que je tournais entre 2009 et fin 2010, 2009-2011, la révolution c'était janvier 2011, les 2 premières années de tournage ressemblaient beaucoup à ce qui se passait en Tunisie, c'est-à-dire que les gens ne se livraient pas trop, n'avaient pas trop envie de livrer leur image. S'ils prenaient la parole, c'était complètement faux. Il y avait beaucoup de rétention, si tu veux, d'informations. On ne se lâchait pas, si tu veux. Hein. Vous connaissez tous la Tunisie d'avant 2011. Hein. Et donc ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème est un problème d'ordre plus personnel. Depuis la naissance de mon fils, tout ce que je fais, je le fais en ayant présent à l'esprit son regard, tu vois. Bon, il se trouve que mon fils est français, vit en France, grandit en France, étudie en France, etc. Et j'avais envie de lui donner une image la plus juste possible de ce qu'était la Tunisie, hein, dans toute sa diversité, etc. Donc le problème principal, une fois réglé le premier problème des 2 premières années de tournage, où je n'obtenais pas des instants forts, hein. Le deuxième problème qui est apparu, c'est un problème de l'ordre de la responsabilité. Hein. Le sous-titre du film, La Révolution racontée à mon fils, dit tout. Hein. Quand je dis raconter à mon fils, c'est raconter à nos enfants. Hein. À toutes les générations qui vont venir. Hein. Donc le deuxième problème, c'est un problème de responsabilité. Alors cette question-là de la responsabilité ouvre devant moi la question épineuse de la représentativité des Tunisiens dans ce film. Hein. Comment faire pour montrer tous les types de Tunisiens, etc. Comment trouver des personnages dans des situations très simples qui peuvent se livrer d'eux-mêmes une image, une trace, un son, un texte, une expression de soi, mais qui sont en même temps représentatifs d'un type de Tunisien, d'une manière de penser, d'une manière de voir le monde, d'une morale, d'une éthique, etc., etc. Et deuxième problème. Troisième problème, c'est le problème que rencontre tout cinéaste de fiction ou documentaire, tout cinéaste de films documentaires, qui est le suivant. Nous savons qu'à partir du moment où l'on braque une caméra sur quelqu'un, même dans le quotidien, hein, dans la rue, dans une université, dans un meeting, dans un stade, dès qu'on braque une caméra et un microphone sur quelqu'un, ils se mettent à jouer. Ça, on le sait. Hein, tout faiseur de film le sait, tout cinéaste le sait. Donc il y a une frontière très ténue entre la vérité du personnage et entre cette dimension acteur chez lui. Alors ça, c'est un problème parce que moi, je n'impose pas un discours, voilà, je pose très peu de questions.
j'accompagne le personnage quand il se livre, mais je ne le dirige pas beaucoup. C'est-à-dire je le laisse donner ce qu'il veut. Alors, je finis sur ça. Le problème, c'est que ça t'amène à prendre énormément de risques pour le montage, puisque tu n'es la ligne au moins la ligne narrative qui te guide depuis le départ peut un peu se casser la gueule face un peu à la volonté du personnage qui se livre à la caméra et au microphone. Voilà. Mhm. Alors, ici, une question qu'elle se pose, كيفاش نجمت تخلي العباد تصورهم معناتها sans كيفاش نجمت تقنعهم plutôt باش تصورهم. Ben, il y a eu deux grandes catégories de personnages. Il y a eu des personnages que je connaissais bien, que j'ai accompagnés assez longtemps. Parmi ces personnages-là, beaucoup de jeunes étudiants, etc., parce que je tenais beaucoup à laisser une trace aussi de l'action estudiantine, etc., des rêves des étudiants, etc. Donc il y a une catégorie que je connaissais, il y a une autre catégorie que je ne connais pas du tout, des gens que je rencontre, parfois une seule fois, parfois quelques fois, parfois des gens que je croise souvent. Ils ne sont pas tous dans le film. Hein, il est impossible que je mette tout ça dans le film, bien sûr. Hein, il y a toujours le diktat de la durée et de l'ennui du spectateur. Il y a toujours un choix à faire au montage. Ceux que je connais me connaissent. Donc, me connaissant, ils savent un peu ce que je cherche, ils savent un peu ce que je pense de mon pays, de l'époque que je traverse, de la condition humaine en général, des choses de ce type-là. Les autres, ça se passe beaucoup au niveau de l'intuition. C'est-à-dire qu'ils te sentent, ils sentent très vite tes intentions. Alors, en passant au titre, ou bien le choix du titre, scénario. Est-ce que le fait de choisir ce titre, tu as pris une position par rapport à la Révolution? Oui, concernant le titre, oui, c'est un choix réfléchi. Qu'est-ce qu'un scénario? C'est une version des faits, c'est une organisation, une combinaison des éléments historiques, des instants vécus par les personnages et par tous les Tunisiens. Donc c'est une réorganisation de ces instants captés pour produire une version de l'histoire. Je pense que l'artiste en général, l'artiste cinéaste en particulier, ne prétend jamais raconter ou bien montrer exactement ce qui s'est passé. Il fournit sa version des faits. Ce n'est pas un travail d'historien, ce n'est pas un travail de journaliste, c'est un travail basé sur la subjectivité d'un auteur, d'un cinéaste. D'ailleurs, par ailleurs, personne ne peut dire exactement ce qui s'est passé en janvier 2011 lors de la révolution tunisienne, absolument personne, parce que personne ne détient toutes les informations concernant les personnes ou les groupes ou les forces qui étaient mises en jeu. Moi, ma solution en tant que cinéaste, c'est de fournir un témoignage, une version des faits, donc finalement un scénario. Alors, plus précisément, شنو اللي حبيت توصل au spectateur? Déjà j'essaye de نحاول نفيقوا اللي راه فيه في التلفزة n'est pas entre grandes guillemets, pas la vérité. Telvza ou les médias en général. Les médias en général travaillent toujours à la masalah, pour des intérêts autres que le simple transport ou la transmission de l'information. Il y a toujours des capitaux derrière, des forces politiques derrière. Et donc un média télévisuel ou Internet ou Riro ou autre est un média qui est piloté idéologiquement par des intérêts qui me retrouvent autres que la simple obsession de faire du bon journalisme. Tandis que, bon, dans le cas de l'artiste cinéaste, dans notre cas, nous prétendons au maximum de neutralité.
Chose impossible, bien sûr. Hein. J'en ai parlé il y a quelques années à Ancona, en Italie, en présentant un de mes films qui s'appelle Fusca. J'en ai parlé au public italien et je leur ai dit le projet ultime d'un cinéaste, c'est de parvenir à cette neutralité absolue, là où il ne prend pas parti, il est pas, il n'y a pas du tout d'appartenance. Il ne prend pas parti, il ne défend pas une partie ou une idéologie contre une autre, mais essaye de brosser un tableau le plus complet possible, qui rend le mieux que possible la complexité du terrain qu'il filme. Bien sûr, c'est un projet irréalisable, mais c'est la quête du cinéaste toujours. Cette neutralité, المطلق ما نجمش يكون مطلق بطبيعة الحال أكثر حياد ممكن le plus de neutralité possible. Franchement, est-ce que vous avez essayé de défendre un parti politique bien précis par rapport à un autre? Là, pas du tout, pas du tout. J'ai essayé j'ai essayé de faire le tour du paysage politique tunisien. Il en reste quelques traces dans le montage final de mon film Scénario. Non, ce n'est pas du tout une prise de position au profit d'un parti politique contre un autre. Maintenant, je devine ce qu'il y a derrière la question. Quelles sont mes convictions politiques personnelles? Si je suis obligé de répondre, je dis que je suis plutôt vers le centre-gauche, c'est-à-dire la pensée socialiste, voire on a grandi avec le socialisme destourien, avec la pensée bourguibienne, etc. Politiquement, on a été nourri par ça. Bien sûr, nous sommes une génération qui a été critique très tôt, mais la base de notre conscience et de notre formation politique a été plutôt socialiste. Je parle du groupe dans lequel j'ai grandi, etc. Maintenant, je n'ai de carte d'aucun parti, je ne suis inscrit dans aucun parti et ne travaille pour aucun parti. Petite remarque, il n'y a pas très longtemps, un parti politique nous a contactés pour sa communication. Donc il s'agit d'écrire du scénario, écrire du discours, filmer, voir mettre en scène des spots pour Internet et pour la télé. On les a rencontrés, je me suis retiré parce que c'est un peu le cas de la majorité des partis qui sont visibles en Tunisie, c'est très business, c'est très business. Ça tourne beaucoup autour de l'argent. Il y a très très peu de combats véritables ou d'idéaux à défendre, etc. Donc on s'est retiré, on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il se produit entre les deux phases, tournage et montage? Eh bien, déjà je ne suis pas parti avec un écrit pour tourner mon film scénario. Je ne suis pas parti d'un texte que j'aurais écrit. J'avais des notes, j'avais des directions, mais je n'avais pas un scénario écrit. Donc j'ai plongé dans la réalité, notamment avec la Révolution de 2011, j'étais en train de tourner. J'ai plongé dans la réalité, j'ai commencé à ramasser du matériau et à chercher des personnages forts. Le film n'est pas un film à personnages, il n'est pas bâti sur les personnages. Je pense d'ici le montage final, il sera plus monté sur des directions, sur des pistes thématiques, si tu veux. Donc je ne suis pas parti de ça. Par la suite, maintenant, en tournant, j'ai commencé à contenir les événements et les actions et les personnages que je filmais. Et là, évidemment, commence à apparaître un projet de montage. Et au montage, c'est une écriture. D'ailleurs, scénario, c'est une écriture. Beaucoup de l'écriture se passe au montage. Donc, entre le tournage et le montage, il y a réécriture permanente. On réécrit tout le temps. On réécrit tout le temps. Je réécris tout le temps. Et quand on regarde la timeline, tu sais, la timeline sur la station de montage, la timeline devient elle-même un texte dans lequel tu interviens, tu déplaces des blocs séquences, des séquences, parfois de simples plans. Et donc tu es en train d'écrire. Cette réécriture est aussi le propre du cinéma de fiction, mais à moindre portée, si tu veux. En fiction, en général, on a un scénario, quel que soit le degré de précision de ce scénario.
On a quand même un texte au départ. Donc la réécriture est partielle au montage. Hein. La réécriture est partielle. Il arrive qu'on bouge des blocs entiers dans un film de fiction, mais c'est rare, hein, parce que ça obéit quand même à une discipline de tournage à laquelle il faut rester le plus fidèle que possible. Donc du tournage au montage, on change quasiment de projet de film. On se retrouve avec un film différent. Un documentaire tunisien, il a souvent quelques difficultés au niveau de la distribution. Quel est l'avis d'un film documentaire et comment ça se passe comment ça se passe à la distribution? La distribution d'un film documentaire est problématique dans le monde entier, pas qu'en Tunisie. Beaucoup de distributeurs considèrent que ce n'est pas un spectacle qui puisse faire venir du monde. Partout dans le monde. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de convaincre un distributeur ou une chaîne de salles ou des propriétaires de salles de mettre les films un film documentaire là-dedans. Ceci dit, l'expérience et l'observation du terrain tunisien et autres, notamment le terrain européen qui nous est très proche, nous prouve par la sortie de quelques documentaires tunisiens et par la sortie de documentaires notamment en France que les gens y vont. Que les gens sont friands également d'un regard posé sur le réel, autre que le regard posé par les canaux médiatiques, par les journalistes, etc. Michel, je vais encore reprendre la différence entre le travail du journalisme et le cinéma. Le journaliste travaille pour une idée préconçue. Il va chercher quelque chose. Il a une idée préconçue en tête et il va à Sousse, à Sfax, à Gafsa, il va chercher exactement ce qu'on lui demande. Fais-moi un reportage de 26 minutes, de 52 minutes, de 90 minutes sur la condition des paysans dans les terres du nord-ouest ou des mineurs à Gafsa. Donc en y allant, il a une ligne éditoriale, il a même ce qu'on appelle un brief. Donc il faut que tu montres la pauvreté, il faut que tu montres un peu le chef d'entreprise, il faut que tout ça se termine par une note peut-être positive, peut-être négative, ça dépend de la ligne éditoriale aussi de la chaîne de télé, si elle est pour ou contre le pouvoir qu'il y a derrière le sujet filmé, etc. etc. Au cinéma, c'est pas la même chose. Le documentaire de création, c'est pas ça. Le documentaire de création est une expérience humaine d'abord. C'est un cinéaste qui va au milieu des événements et témoigne à la première personne. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était autour de la distribution. Donc voilà. Donc pour achever, il y a les télévisions qui prennent. Et encore, hein, il faut que la télévision accepte le type de filmage, hein, le style de mise en scène, etc., propre au documentaire de création. Il y a des expériences très intéressantes sur Internet où on fait du crowdfunding. Le crowdfunding consiste à ramasser de l'argent en ligne pour financer un film. Le film ensuite est projeté sur Internet, donc accessible sur Internet avec citation des fonds de financement, même des particuliers qui donnent des petites sommes, parfois de 10 euros, 20 euros. Enfin, donc c'est une nouvelle ouverture pour la distribution et le financement du documentaire. Ce qui concerne le financement de votre film, comment vous avez comment vous avez financé votre film scénario? Alors, c'est principalement un financement personnel, quelques fonds personnels et une bonne partie par la société de production que j'ai fondée, Territoire Production. Il n'y a pas eu d'intervention pour l'instant, hein, le 5 juin 2015. Nous travaillons pour lever quelques fonds, ne serait-ce que pour commencer à rembourser quand même des années de travail, hein, et de disponibilité au service du projet du film scénario. Là, on voyage un peu avec le film. On a fait quand même pas mal j'ai fait quand même pas mal d'ateliers avec le film, notamment euro-méditerranéen. Chose qui prépare la visibilité du film et permet quand même de lever quelques petits fonds. Ils ne seront jamais très, très gros, hein, pour le documentaire. C'est vraiment des petites sommes qui arrivent.
Mais bon, cumulé, si on arrive à... on table sur 3-4 sources, petites sources très honnêtement, pas très grosses, comme je viens de te dire, le documentaire ne lève pas beaucoup de fonds. Il y a quelques rares exceptions, comme notamment par exemple quelqu'un que j'ai rencontré les dernières années dans le cadre d'un atelier euro-méditerranéen qui s'appelle Viktor Kosakovsky, et qui nous a annoncé, qui est russe, qui nous a annoncé, il a fait un film qui s'appelle quelque chose Antipodes. Donc il a pris une Red One, une caméra, il a pris un globe terrestre, il met un point ici et un point diamétralement opposé par là, un autre là, un autre là. Donc il choisit plein d'endroits, il part avec sa Red One, il filme ce qu'il veut et il monte en 4K, je crois, en très haute résolution. Ce qui est étonnant pour un documentaire. Il nous a annoncé que son producteur a mis exactement 1,5 million de dollars américains dans ce film-là. Très étonnant. Bon, c'est une annonce quasi publique qu'il a faite, donc je peux... Oui, c'est intéressant, oui, bien sûr, c'est intéressant, mais c'est très rare. Bon, c'est son annonce à lui, je ne sais pas si... Crédible ou pas? Mais je ne peux pas me prononcer, ça peut être aussi un coup de bluff, mais ça ne regarde que lui et son producteur. Moi, j'étais membre de ce... Le film est très bon, très très bon, c'est un très très beau film. Il mérite cet argent. Enfin. Donc moi, je cite donc ce cinéaste russe qui est extrêmement talentueux par ailleurs, juste pour illustrer la question du financement du documentaire. Donc voilà, donc fonds personnel et territoire production. On est en attente de quelques fonds et on a une politique de vente du film ici et ailleurs. Alors, finalement, s'il y a un seul message qui se dégage de votre film, scénario, quel serait ce message? Rissella, malin. La question est un petit peu difficile. Alors comment je réponds? J'obéis à la pulsion ou là je construis ma réponse? Bon, je vais dire ce qui me vient à l'esprit en premier. Hein. C'est peut-être pas un seul message, c'est peut-être 2, 3, 4. Premièrement, un message vis-à-vis des jeunes qui veulent faire des films. Faites le maximum de films. Faites le maximum de films. Avec la révolution technologique numérique, c'est devenu très possible. Quand moi j'avais 20 ans, j'en ai 43 et demi maintenant, on n'avait pas ça. On avait l'arrivée des VHS et c'était extrêmement fatigant et ennuyeux de monter du VHS. Le VHS perd très vite, le VHS qui est venu après le film. Hein. J'ai fait mes premiers films, je les ai faits en 16 mm en film. Le VHS et le magnétique étaient très fatigants à monter. Ils perdent des générations. Dès que tu fais des copies, tu perds des générations, etc. La qualité tombe, etc. Maintenant, c'est devenu très possible. Donc, faites le maximum de films. On peut très bien faire un film aujourd'hui, même en assurant le tournage à 90% seul. Hein. C'est un scénario, j'étais quasiment très souvent seul. Hein. Très souvent seul à tenir. Je tenais ma caméra. En tout cas, j'avais une équipe, mais je tenais ma caméra. Le premier message, donc faites le maximum de films, même si vous sentez que c'est pas parfait, c'est pas idéal, c'est pas Hollywood, etc. Il faut beaucoup filmer. Il faut beaucoup filmer. C'est le premier message. Deuxième message, peut-être une réponse indirecte à certains cinéastes tunisiens et autres, mais notamment tunisiens, qui ont un peu un point de vue que je considère un peu bourgeois vis-à-vis de la réalité tunisienne et qui disent, moi je le considère bourgeois, hein, enfin, ça me regarde, hein, c'est comme ça que je le perçois, qui considèrent que les Tunisiens sont difficiles à filmer, qu'ils ne se livrent pas à la caméra facilement, qu'ils ont des complexes, etc. Je ne le crois pas du tout. Si scénario, mon film de documentaire, passe un message est la preuve de quelque chose, c'est la preuve de l'extrême ouverture et l'extrême aisance des Tunisiens devant la caméra de cinéma, devant ma caméra modestement. Il a prouvé le contraire.
Oui, je pense que Scénario prouve le contraire. Oui, les gens se donnent à la caméra. Je pense qu'assez souvent, les gens arrêtent de jouer, même si on a dit tout à l'heure, dès qu'on braque une caméra, un microphone, une personne devient un personnage. Hein. Non. Donc, deuxième message, c'est celui-là. Les Tunisiens aiment se faire filmer, aiment donner une image d'eux-mêmes. C'est un peuple, je pense, très optimiste, très joueur même, etc. Quel autre message je peux transmettre il ne faut pas filmer. Quand on fait un film, enfin, bon, tu sais qu'en général, dans le cadre d'une œuvre d'art, d'un film en particulier, on part du particulier vers l'universel. On raconte une réalité, quelque chose que l'on connaît. Martin Scorsese, en fiction, dit souvent qu'il faut filmer ce qu'on connaît. Il ne faut pas aller là où on ne connaît pas, ce qu'on connaît dans la vie, hein, les lieux qu'on connaît, le type de personnage qu'on connaît, etc. Du coup, j'ai perdu le fil. Qui fait je crois là. Troisième message, oui, filmer ce qu'on connaît. Et partir du particulier vers l'universel. Il ne faut pas filmer selon les attentes de quelqu'un qui vient d'ailleurs. Cet ailleurs, c'est très souvent, on va dire, l'Occident euro-américain, dans notre perception à nous, en tant que Tunisiens. Il ne faut pas chercher à faire des choses pour que ça plaise à ces gens-là, parce que ça ne marche jamais. Ça fait quand même facilement 50 ans, 50 ans qu'on fait des films en Tunisie, et très souvent, les cinéastes tombent dans ce tort-là. Ils se mettent à produire un spectacle cinématographique qu'ils pensent très attendu par les Occidentaux. C'est complètement faux. Parce que les Occidentaux ne veulent pas. Enfin, personne ne t'a demandé de faire ça. Bon, parfois, tu peux rencontrer des gens qui vont te dire fais-moi un film sur ci, fais-moi un film sur ça, etc. Mais en réalité, si tu fais un film, allez, je vais oser un terme un peu, comment dire ça, simple. Hein, si tu es sincère si tu es sincère dans la transmission de via le film, de ton regard sur ta société, sur ta réalité, tu vas trouver un très beau répondant de l'autre côté. Donc, il y avait le troisième message. Allez, j'en cherche un dernier et on coupe un dernier. Un dernier. Pour les Tunisiens en général, ou mouche pour les cinéastes. Non, non, pour les Tunisiens et pour les générations de votre fils. Parce que le film intitulé Scénario raconté à mon fils. La révolution racontée à mon fils. Voilà, scénario la révolution racontée à mon fils. Ben, donc tu me demandes de passer un message à mon fils, à la génération de mon fils. Une révolution n'est pas l'effondrement d'un ordre. Une révolution, c'est la réorganisation d'un ordre sous une forme meilleure. Une révolution, ce n'est pas le chaos. Une révolution, c'est la part de la prise de conscience d'un dysfonctionnement d'un système corrompu et vise l'amélioration de ce système. Il n'y a pas de tabula rasa possible, table rase. On construit toujours sur son passé. Donc une révolution doit être aussi consciente du passé. Il ne s'agit pas de tuer, il s'agit de digérer pour aller plus loin. Nous avons un très gros problème en Tunisie, c'est que nous sommes assassins vis-à-vis de notre passé. Bourguiba écrase les Beys, Ben Ali écrase Bourguiba, la révolution écrase Ben Ali. Il est temps que l'idée révolutionnaire, dans sa dimension progressiste, optimiste, etc., moderniste, etc., se place ailleurs que dans la destruction. Elle se place dans l'autocritique, dans l'acceptation du passé que l'on porte et qui prépare notre rêve et notre projet d'un pays meilleur. Voilà. Coupé.